poster, dernière minute, soumis 1 minute avant le deadline. Ouais. Donc, nous, notre objectif général, c'est vraiment regarder l'impact de l'industrie 4 et l'industrie 5 sur les futurs opérateurs. Globalement, donc, on se pose une série de questions, notamment sur la capacité à conserver une main-d'œuvre qui est aguerrie et qui est capable de faire son boulot. Donc, dans un contexte où on automatise de plus en plus, il y a de plus en plus d'aide. Donc, à court terme, ça va bien, mais à moyen puis à long terme, est-ce que les opérateurs vont encore garder les compétences, entre autres, à bien comprendre, évidemment, à faire les choses, à comprendre les exceptions, puis évidemment à trouver des solutions. Toute cette discussion-là est partie d'une idée de Robert là, sur est-ce qu'on est capable de continuer à bien gérer les exceptions chez des ouvriers, hein, donc des techniciens, shop floor. Donc, on ne parle pas ici de professionnels, mais on parle de main-d'œuvre qualifiée en usine. Donc, si on regarde le modèle général, en gros, on se pose la question. Donc, on peut évidemment appuyer les opérateurs de différentes façons, entre autres avec des outils de DM, avec beaucoup de technologie. Même les outils d'intelligence artificielle, ils peuvent être parfaits ou imparfaits aussi. Donc, entre autres, ils peuvent détecter à 100% des défauts ou à 80 ou à 70%. Et donc, ça, on pense que ça va avoir nécessairement donc, une influence sur tout l'engagement cognitif, comportemental et émotif. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment donc de voir si, lorsqu'on utilise donc ces différents outils-là, puis évidemment, on peut les pallier ou introduire d'autres technologies, entre autres associées à l'industrie 4.0. Ce n'est qu'un tableau de bord en temps réel qui te donne du feedback sur ta performance, sur les erreurs qui n'ont pas été détectées. On a des trucs aussi simples en génie industriel, entre autres le donne électronique. Vous avez sûrement déjà vu ça. Il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton, puis la ligne de production arrête au complet. Donc, imaginez-vous que c'est le poste qui vous suit qui pèse sur le bouton parce que c'est vous qui n'avez pas fait les produits en bonne quantité. Donc, il y a différentes façons donc, d'intervenir puis améliorer donc, la performance globale. En d'autres termes, ici, là, on sème le doute. Essentiellement, c'est de garder le travailleur dans un contexte où l'AI n'est pas parfait. Il peut y avoir une erreur, puis de le garder vigilant dans son travail pour être capable de détecter un potentiel d'erreur de qualité, de telle sorte que l'engagement cognitif et émotionnel, c'est quoi? C'est dans la tâche, on devrait continuer d'investir nos ressources cognitives, pas être sur un mode amorphe, de dire l'AI est là pour finalement superviser mon travail. Non, non, je travaille avec l'AI parce qu'elle n'est pas parfaite. Je reste investi dans la détection des erreurs. J'explique le contexte expérimental, après ça, on parlera plus de ça. Donc, on s'est associé avec Dino, c'est un lab école. C'est carrément une usine école à Aix en Provence, donc l'école des arts et métiers. Donc, ils ont ça depuis plusieurs années. Où dans les fonds, on a différents postes de travail que l'on peut donc faire fonctionner en mode très manuel, où on peut donc ajouter de plus en plus de techno. Donc ici, donc, vous voyez, il y a des raquettes qui est le produit phare. C'est un produit qui est relativement simple à comprendre, mais qui n'est pas si facile que ça à assembler. On peut faire énormément d'erreurs. Il y a des pièces qui paraissent symétriques qui ne le sont pas. Il y a différentes grandeurs aussi. Vous voyez également, donc, il y a des écrans. Donc, on peut entre autres ajouter des outils d'intelligence artificielle, mais également donc, un tableau de bord et tout ce que vous voulez. Donc, les postes sont équipés. Il y a les pièces à l'arrière. Il y a des terminaux de code à bord. Donc, encore là, donc, on peut imaginer différents types de setup. La beauté, c'est que tous les étudiants de première et de deuxième année passent à travers le laboratoire à 4 occasions. Donc, ils sont formés 8 heures sur différents éléments employés en génie industriel pour aider les travailleurs à faire leur boulot. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre les étudiants de deuxième année. Donc, ceux qui ont déjà, fait 4 heures, donc ils connaissent le produit, ils l'ont fait de bout en bout, ils ont expérimenté avec différents standards, un standard papier, avec différents mécanismes de contrôle de la qualité. Donc, lorsqu'on les prend en deuxième année, ils sont des opérateurs experts. Donc, normalement, avec un processus qui est contrôlé avec relativement peu de variabilité, mais évidemment, ils continuent à avoir des erreurs. Donc, en termes de protocole, nous, ce qu'on va faire, on va les faire fonctionner en poste individuel, puis on va les alimenter avec une raquette qui est montée à 60-70%, pour laquelle on va contrôler évidemment la qualité. Donc, on va savoir a priori exactement quelle raquette pose problème. Donc, il peut y avoir ici, par exemple, 20% de rejet. On est capable, donc, dans 30 minutes de production, leur faire faire à peu près, en 30 à 40 minutes, là, on peut leur faire faire au moins donc, une vingtaine de requêtes. Ils vont être exposés comme ça, donc à un certain nombre d'exceptions.
Puis donc, c'est la façon dont on l'organise, c'est qu'au début, donc, et ça, donc, c'est fait avant le cours, c'est les autres laboratoires, tout le monde va avoir fait ce type d'expérience, de travail-là, en n'étant pas cité d'aucune façon. Ensuite, donc, c'est là que nous, on commence à intervenir. Donc, on va diviser le groupe en 3. Il y a un groupe avec notre groupe de contrôle qui, jusqu'au bout, va fonctionner toujours sans AI et sans aucun outil additionnel. Et là, ce qu'on va faire avec les 2 autres groupes, c'est que là, maintenant, on va les assister avec un engin parfait et un engin imparfait. Donc, entre autres, ici, on parle de gestion d'exception. On fait uniquement qu'une partie de la gestion d'exception. On va les appuyer sur un outil qui fait de la détection. Alors, c'était quand même eux ensuite à trouver quelle est la solution, la réparer. Ou mettre la requête de côté si ce n'est pas rentable de le faire. Donc, dans le cas de l'IA parfait, on les alimente. Dès que la requête ou le sous-assemblage est posé sur le poste, l'IA fait la lecture, puis il leur dit juste, il y a une erreur. Et donc, c'est eux encore là à la trouver et à la réparer. Dans l'autre cas, l'IA est imparfait. Donc, dans 80% des cas, les erreurs sont détectées, mais dans 20% des cas, alors là, c'est à l'opérateur lui-même à le trouver. Dans tous les cas, il doit corriger. Donc, on s'attend déjà évidemment à des différences de performance. Ceux qui vont être IA parfaits, donc qui vont tout détecter, devraient avoir un gain au moins de productivité. Et potentiellement un état très différent de vigilance. Oui. Puis on leur dit évidemment, a priori, on leur dit, on vous aide, l'outil n'est pas parfait ou l'outil est parfait. Et ensuite, donc, là, ce qu'on fait, maintenant, après ça, dans un... On leur dit c'est parfait ou pas parfait? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux me faire confiance complètement, l'IA, il est parfait ici. Il, à 80% du temps, il va avoir une bonne réponse. Donc, des fois, il va te trouver une erreur qui n'est pas là, ou des fois, il va te trouver... tu pourrais ne pas les freiner, là, mais parce qu'on essaie encore là de... La question de recherche porte ici, là. Ouais. C'est là que ça devient important. C'est que là, maintenant, on va reprendre les mêmes groupes. Puis là, dans certains cas, on va leur enlever leur AI. Dans certains cas, on va leur faire passer un AI augmenté ou parfait. Donc, demain, on s'attend à avoir des comportements très différents. Entre autres, on est intéressé à voir ceux qui ont été testés par de l'AI parfait. Je vous l'enlève maintenant. Ou l'AI est imparfait. Est-ce que ça change votre façon de faire, évidemment, également au niveau du Le dernier ici, c'est what to do about it. Comment, d'un point de vue de gestionnaire, on peut s'assurer de préserver, et c'est là que le situational awareness embarque, c'est si je viens modifier par une intervention de gestion, est-ce que je suis capable de garder, malgré un AI parfait ou imparfait, avec le même niveau de conscience de l'environnement, de l'ensemble de la chaîne? Si tu commences à voir sur le tableau de bord que finalement, il y en a plein d'erreurs ailleurs dans la chaîne de production, peut-être que ça te garde plus vigilant. Donc, dans le fond, c'est tourner sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Avec des outils qui sont connus, là, qui sont... Donc, ils sont... Y a-t-il une rétroaction entre, par exemple, la personne qui va dire « Hey, il ne m'a pas dit qu'il y a de problème. Moi, j'ai vu qu'il y a un défaut, par exemple. Je le remarque. Est-ce que je dis à l'AI « Hey, tu t'es trompé? » C'est notre variable dépendante. C'est dans le fond, l'unité d'analyse ici, c'est l'essai. Puis, par 30 minutes, tu devrais être capable de fabriquer une vingtaine de requêtes. Fait que pour chaque essai, on veut savoir, est-ce que tu penses qu'il y a une erreur? Puis, c'est quoi ton niveau de confiance envers ta réponse? Fait que quelqu'un qui dit qu'il y a une erreur puis tu n'en détectes pas, puis je suis super confiant qu'il n'y a pas d'erreur, ben, c'est pas la même chose que quelqu'un qui, dans le fond, dit je pense que j'en vois pas, mais je suis pas très confiant. Mais est-ce qu'il est capable de garder le doute? Là, mais est-ce qu'il y a un feedback à la fin, dire il y en avait une ou il n'y en avait pas, tu l'as réparé, tu l'as pas réparé? Pour l'instant, on n'a pas gardé ça. Ça pourrait être mais on est capable, mais on va quand même le mesurer. Donc, on a donc des mesures de performance traditionnelles du génie civil, donc en termes de taux de productivité, de taux de qualité, mais également de taux de temps pour détecter, mais également le taux de réponse. Parce que le taux de réponse change, entre autres, entre les différents groupes. Mais évidemment, on va avoir des données. Ici, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on pense utiliser l'Exoskin. Il y a Face Reader. Donc, ça, on sait qu'il fonctionne bien. Puis, on se pose également certaines questions sur certains équipements. Là, donc, et malheureusement, Mario devra passer 2 mois à Aix-en-Provence. Pauvre lui! Pour collecter les données. Ce qui est très malheureux. Je comprends, les AI, ils masquent de l'information d'une certaine façon parce que quand les AI dit qu'il y a un problème, il ne dit pas il est où le problème, mais lui, il y a une raison pour laquelle il dit qu'il y a un problème. Fait, pourquoi que parce que je trouve que ça amène du bruit à l'expérience parce que si, par exemple, j'ai un agent AI imparfait, puis je sais pas où chercher, mais je cherche, je sais pas si c'est parce que j'ai pas trouvé ce que l'AI a vu ou c'est parce qu'il y avait rien. Fait que là, ça amène du bruit dans ton erreur de perception, de perception. Tu veux dire qu'il y a une erreur puis elle est là? Oui.
S'il sait qu'il y a une erreur, c'est parce qu'il sait où. C'est ça, fait que, Non, fait mais- que je trouve que vous rajoutez du bruit. On pourrait au moins, on pourrait aider La pour section protéger, de la parce que, requête. tu sais, un aide de détection d'erreur, c'est juste purement un truc volumétrique. Il prend une image, il compare au modèle 3D. Oui, mais il peut dit, ah, dire. il y a Oui, une mais erreur. justement, ça C'est veut Je sais dire pas que c'est quoi tu disais, exactement, puis c'est pas c'est- comment le c'est- réparer. C'est en haut à gauche. Ouais. L'AI est capable de dire ça. Ouais. Parce que là, ça va être plus précis, parce que là, tu as de la perception de confiance qui. Mais c'est relativement facile à faire. Notre plan de match, c'est qu'avant de partir de l'expérience, on serait capable de faire beaucoup de pré-tests comportementaux avant là, pour mesurer l'effet avant de commencer à OK up tout le monde. Là. Il n'est pas exclu, puis c'est là qu'on a besoin de parler à Alex, mais à mon avis, là, c'est du FNIR pour ça. Parce qu'on aurait vraiment le niveau d'engagement de mesurer l'effort cognitif. Là. Donc, on a besoin d'avoir le